c'est très bien. Donc Benjamin Freinet, collégien, 4e, c'est ça? Oui. Qui va nous raconter sa passion. On s'était dit que j'allais l'introduire, mais je pense que tu t'es introduit très bien toi-même tout à l'heure, autour effectivement du fait qu'on a besoin de vous, les jeunes, aussi pour apprendre et comprendre. Il peut y avoir une rupture de compréhension entre les jeunes et nous, et qu'en fait, un enfant ne se réduit pas qu'à la nature des risques. Et voilà, et qu'on s'interrogeait sur qui sont ces jeunes, ces enfants, pas simplement ceux qui consultent chez le psy, mais plein d'enfants intelligents, et notamment des enfants cultivés, intéressés, créatifs, qui peuvent aussi trouver une voie intéressante dans les jeux et dans la conception de jeux pour révéler leur intelligence. Voilà. Donc on va gagner du temps. Alors, déjà, je vais vous parler des questions auxquelles je vais essayer de répondre à travers cette présentation. Donc, déjà, quand est-ce qu'on fait la différence entre une addiction, une simple passion, voire même, comme Madame Vidal l'a dit pendant les questions-réponses, un entraînement presque sportif? Est-ce que vous savez vraiment à quoi on joue et surtout, encore une fois, dans quel contexte est-ce qu'on joue? Et ça, c'était plus pour introduire un vocabulaire du jeu. Si vous connaissiez vraiment l'univers, parce que parfois il est possible que, par exemple, on passe devant la chambre de l'enfant, puis on l'entend devant l'ordinateur, en train de dire en train de parler à ses coéquipiers avec des abréviations, etc. Donc là, je vais vous donner un lexique abrégé du joueur. Donc alors AFK, ça veut dire away from keyboard, donc littéralement loin du clavier. C'est en fait tout simplement quand vous n'êtes pas là. Par exemple, dans un jeu de tir, vous avez un avatar. Si votre avatar bouge pas, tout simplement parce que vous êtes parti aux toilettes, par exemple, on considère que vous êtes AFK. Un buffer, alors ça, ce sera pas très très utile, mais c'est l'action d'améliorer les capacités d'un personnage via une action. Donc par exemple, dans un jeu de style fantasy, vous allez avoir des sorts ou des potions. Par exemple, si vous achetez une potion d'attaque qui va augmenter votre attaque pendant 5 minutes, ce sera un buffer. Et à l'inverse, un débuffeur, c'est quelque chose qui va faire régresser vos capacités. Un frag, alors ça c'est surtout utilisé dans les jeux multijoueurs où vous allez jouer, surtout les jeux de tir multijoueurs. Donc le nombre d'ennemis abattus. Donc par exemple quand j'ai une équipe en face de moi et que le but c'est la première équipe qui arrive à 50 éliminations, un frag ça va être l'élimination d'une personne. Alors GG c'est l'un des trucs les plus utilisés. Ça veut dire good game. Et c'est tout simplement quand quelqu'un fait une belle action dans un jeu, et on lui dira GG pour ton action par exemple, t'as sauvé la game. Voilà, parce que je crois que je parlais un peu trop loin du micro. PNJ c'est un personnage non joueur, donc comme pourrait l'être un vendeur de potions par exemple. PVP c'est player versus player, donc dans tous les types de jeux multijoueurs, dès que vous allez avoir un mode de jeu compétitif ou un mode de jeu où vous allez pouvoir vous taper dessus, vous allez avoir ce qu'on appelle du PVP ou du JCJ, joueur contre joueur. Et PVE, player versus environnement, donc là c'est quand vous allez vous battre contre l'ordinateur, par exemple des monstres générés par le terrain. Alors ensuite je vais parler d'une problématique, c'est les heures de jeu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis justement qu'on a conclu que les jeux vidéo, qu'il y avait des pratiques excessives de jeux vidéo, etc. On a essayé de chercher à standardiser des heures de jeu, alors qu'en fait, c'est pas vraiment possible. Tout dépend du rapport qu'on a au jeu aussi, si c'est une passion, si c'est juste pour y jouer de temps en temps entre amis, ou si c'est pour faire un entraînement dit sportif. Pas dit sportif, de i sportif. Ensuite, tout va dépendre aussi
de comment vous gérez le jeu, de comment vous gérez les heures de jeu. Tout va dépendre de votre âge aussi. Un enfant de 3 ans va pas jouer autant qu'un enfant de 12 ans. Et aussi du rapport que vous avez vis-à-vis de vos amis, parce que généralement on m'a dit que à un moment j'ai été privé pendant 1 an de jeux vidéo, et on m'avait dit, et quand je me plaignais parce que du coup mes rapports sociaux avec mes amis, parce que du coup je pouvais pas discuter des derniers jeux etc qui étaient sortis, quand je me plaignais de ça, on me disait oui, mais il n'y a pas vraiment de discussion autour du jeu vidéo. Et ben en fait si, par exemple rien que à une époque où les jeux vidéo étaient encore autorisés dans les cours de récré, par exemple on amenait enfin, moi je m'amenais pas, mais les enfants à cette époque amenaient leur Game Boy, leur câble, ils reliaient les 2 Game Boy, ils jouaient à Pokémon ensemble. Alors là du coup je vais vous demander si, selon vous, les jeux vidéo peuvent rapprocher des personnes. Oui. Et ben pourquoi? Oui, voilà. Mm. Oui. Exactement. En fait, là, par exemple, j'ai mis une image du jeu World of Warcraft. C'est ce qu'on appelle un MMORPG. C'est l'abréviation de Massively Multiplayer Online Role-Play Game. Donc un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Donc ça veut dire que ça va être un jeu en ligne, mais contrairement à des jeux où vous allez avoir, ça va être du 5 contre 5, bah là va y avoir 1500 joueurs sur un seul serveur. Et du coup, ces 1500 joueurs vont pouvoir jouer ensemble et se réunir. Bon, on jouera pas à 1000 ou 1500 joueurs parce que ça devient vite ingérable. Mais par exemple, il y avait un sketch d'un adulte qui disait que d'un père qui disait à son fils qui passait la soirée tout seul et qu'il allait rien faire avec ses amis. Et puis il fait oui papa, il remet son micro et il dit bon alors on est combien ce soir, 80. Donc oui, ça peut rapprocher des personnes, voire même plus. Limite, ça peut, enfin, même pas limite, ça peut créer, on peut créer des amitiés comme ça. Mon père était un grand joueur de World of Warcraft et par exemple, il me disait qu'il avait plein d'amis qu'il avait jamais vus, mais que pourtant c'était des amis qui pouvaient se confier, etc. Alors ensuite, je vais vous parler de l'e-sport. Ça, c'est quelque chose que je pense je serai le seul à aborder dans cette conférence. L'e-sport, c'est tout simplement le sport des jeux vidéo. Je l'avais vaguement évoqué pendant que je vous parlais des heures de jeu. Donc, en fait, c'est très simple. C'est à la fois très simple et à la fois très complexe. Parce qu'en fait, on n'imagine pas qu'on puisse gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo. Pas en les programmant, pas en les testant, parce que quand on est testeur de jeux vidéo, on va chercher tous les bugs qui peuvent être possibles et imaginables. Et donc là, on va vraiment se poser dans une posture de travail comme on l'entend généralement. Là, c'est jouer aux jeux vidéo pour s'améliorer et non pas pour rechercher des bugs. Limite, les bugs, vaut mieux en abuser. Si par exemple vous êtes dans un jeu de combat et que vous trouvez un bug qui vous permet de tuer votre adversaire en un coup, ça va justement le but être d'en abuser pour pouvoir gagner et progresser. Donc comment on gagne sa vie avec l'e-sport? Il y a trois grandes principales sources de revenus. On a déjà les cash prizes des tournois. Donc quand vous allez participer à un grand tournoi comme celui-là, vous allez avoir des prix qui peuvent monter jusqu'à 50 000 euros pour le premier. Enfin, des dollars plutôt, parce que c'est plus aux États-Unis que cette pratique est popularisée. Mais vous allez avoir des gros cash prizes, mais vous allez aussi avoir tout ce qui est j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous allez aussi avoir tout ce qui est communauté. Donc vous allez avoir une communauté qui va vous soutenir, qui va vous permettre de gagner, de vous améliorer. Donc avec par exemple la plateforme Twitch qui permet d'organiser des lives. Alors ça, en gros, c'est pour diffuser votre jeu en direct, parce que alors déjà vous avez des publicités
Donc vous avez les publicités qui vous vont permettre de gagner de l'argent, un peu comme sur YouTube. Pour ceux qui connaîtraient pas le principe de la monétisation, c'est tout simplement quand vous allez monétiser une vidéo que vous publiez sur YouTube, quand un utilisateur va cliquer sur la vidéo, il va y avoir une petite pub avant, et donc cette pub va vous rapporter de l'argent, et donc en fonction du nombre de vues, vous allez gagner de l'argent. Et c'est la même chose sur Twitch. Quand vous allez sur un live, il y a une petite pub de 30 secondes qui va rapporter de l'argent à celui qui fait le live. Vous allez aussi avoir les dons. Alors les dons, ça peut aller de 2 € comme ça peut aller jusqu'à 500 €. Alors les dons de 500 € sont exceptionnels au départ, mais plus vous êtes bon dans un jeu, plus la communauté de ce jeu va vous suivre. Et donc plus vous avez une grande communauté, plus ils vont faire des dons réguliers. Et donc plus vous allez pouvoir, par exemple, avoir donc les dons de 100, 500 jusqu'à 500 € vont être de moins en moins rares et vous permettre de continuer à avancer. Et le troisième point, c'est un peu comme la publicité, c'est les sponsors, parce que on a du mal à imaginer que les sponsors, qu'on ait des sponsors qui puissent s'intéresser à l'e-sport, alors que généralement c'est surtout les sports populaires comme le foot qui sont retransmis à la télé. Mais il se trouve que oui, parce que l'e-sport c'est quelque chose de grandissant. Les gens s'y intéressent de plus en plus. On se rend de plus en plus compte que ça existe. Et les sponsors, c'est généralement des sponsors pour du matériel de gaming, mais récemment, il me semble qu'à la dernière Coupe du Monde des jeux de combat, ça s'appelle l'Ivo, ça se déroule à Los Angeles, il y avait le sponsor Auchan qui s'y était mis. Donc là, je vais vous parler des jeux à aspect compétitif et de leur but, pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire dans un jeu compétitif, et surtout que tous les jeux ne sont pas bons ou mauvais. Donc le premier c'est Counter-Strike Global Offensive, donc CS:GO, donc l'image, le logo part de lui-même, c'est un jeu de tir, mais c'est un jeu de tir en 5 contre 5, très nerveux, avec 2 équipes. Les équipes des terroristes qui doivent poser une bombe et les équipes des antiterroristes qui doivent empêcher les terroristes de poser la bombe. Et le jeu est très rapide, très nerveux, tout s'enchaîne, et c'est pour ça qu'il faut avoir un travail d'équipe parfait, pouvoir tout le temps communiquer avec ses coéquipiers pour pouvoir réussir à gagner la partie. Et c'est pour ça que la slide, les jeux vidéo peuvent-ils rapprocher des personnes, et les heures de jeu étaient difficiles à placer, parce que si je les plaçais derrière l'e-sport, c'était compliqué. Si je les plaçais devant l'e-sport, c'était c'est pareil, c'était aussi compliqué. Du coup, j'ai décidé de les placer devant, mais derrière, ça aurait été à peu près aussi difficile de les caser. Ensuite, on a League of Legends, qu'on abrège en LOL, qui en fait est un MOBA, donc je connais pas l'abréviation, je me suis pas trop renseigné dessus, mais vous allez avoir des équipes de 5 contre 5, 2 tourelles, une tourelle d'invocation dans chaque équipe, et le but de vous avez une grande carte, et vous allez avoir 2 personnes qui vont atterrir à un endroit, une personne qui va atterrir à un autre, une personne qui va atterrir à un autre endroit, et encore un autre membre de l'équipe qui va atterrir à un autre endroit. Et le but, ça va être de, par exemple, prendre les points stratégiques de la carte en premier, mais du coup, ça va faire que va y avoir au moins 2 personnes qui vont devoir les défendre, ces points stratégiques, laissant que 3 personnes pour attaquer la tourelle d'invocation adverse, alors que si jamais l'équipe adverse est dans le rouge, ils vont être tous ensemble à défendre le cristal, pendant que va y avoir la tourelle qui va invoquer des petites créatures qui vont empêcher d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de stratégies, et là, pareil, la communication avec toute son équipe est essentielle. Ensuite, on a, alors ça c'est un jeu qui est plutôt sur le déclin, mais que j'aime particulièrement, c'est Plants vs Zombies Garden Warfare 2, qu'on abrégera en PVZ GW2. Donc là c'est des équipes dans 12 contre 12, donc ça va être tout simplement, vous n'avez pas besoin d'avoir un contact avec tous vos coéquipiers, parce que de toute façon 12 contre 12 sur un chat vocal, 12 personnes sur un chat vocal, c'est compliqué. Mais l'idée, c'est que vous avez une équipe de plantes et une équipe de zombies. Le jeu est assez loufoque, avec chaque personnage a ses capacités spéciales. Par exemple, on a le tournesol qui va soigner les plantes, le scientifique qui va soigner les zombies, le pirate que vous voyez, c'est un sniper,
et avec chacun leur capacité. Donc par exemple, le pirate peut invoquer un canon et un drone, et pas mal d'autres choses. Vous avez des cartes assez sympas, voilà. Mais si ce jeu est sur le déclin, c'est pour une bonne raison, c'est qu'au fond, il est pas si intéressant que ça à regarder et à jouer. Mais je l'aime bien, du coup je l'ai mis là. Ensuite, on a Smash Bros. Donc ça, c'est mon petit préféré. C'est un jeu de combat où vous allez avoir des pourcentages en fait. Et le principe c'est d'éjecter son adversaire. Plus vous mettez de coups, plus le pourcentage de l'adversaire augmente. Et plus le pourcentage de l'adversaire est haut, plus vous allez voler. À chaque fois que vous sortez de l'écran, vous perdez une vie. Quand vous avez plus de vie, vous avez perdu. Et ensuite, j'aime pas trop Street Fighter, mais j'ai quand même mis parce que généralement, quand on pense à un jeu de combat compétitif, voire même juste à un jeu de combat, on pense directement à Street Fighter parce que c'est l'icône des jeux de combat, c'est lui qui a posé les bases des jeux de combat et comment ça fonctionnait. Pardon, trop près du micro. Ensuite, je vais aborder les PEGI un peu plus en détail. Donc, vous avez toutes les formes de PEGI. Non, par contre, il y a un siège qui empêche l'endroit le plus important en fait de voir l'endroit le plus important. Mais donc les PEGI, c'est ce que vous allez retrouver sur les jaquettes des jeux. Voilà, donc là par exemple Destiny 2, c'est un jeu PEGI 16. Et ces jeux, c'est des classifications faites par l'organisation PEGI qui régule tout ça. Donc là, je vous ai mis des exemples de jeux avec leur propre PEGI. Et je vous montre quand même que les PEGI sont pas toujours très très fiables. Hein, parce que vous voyez que la même édition d'un jeu peut avoir un PEGI 16 et un PEGI 12. Donc c'est pas toujours très précis. Et en plus, ça dépend de comment, ça dépend de quel âge vous avez et surtout de comment vous le gérez. Par exemple, je sais très bien que à 7 ans, j'aurais très bien pu jouer à Breath of the Wild, mais j'aurais pas pu jouer à Persona 5. Bon là, j'ai mis une petite citation, donc ne blâmez pas quelque chose parce que vous ne le comprenez pas. C'est indispensable pour notre éducation que vous nous transmettiez tout ce qui est important pour nous et notre avenir, mais il faut jamais perdre de vue que nous ne vivons pas et ne vivrons pas dans le même monde que vous. C'est inutile de nous obliger à faire comme vous à votre époque, faire tout comme vous à votre époque, et c'est nous fermer de grandes portes. Voilà, je sais lire. Donc c'est pour ça que par exemple quand on est à table, le classique, oui, mais à votre âge on n'avait pas ça, donc c'est non. Ça marche pas, faut trouver autre chose. Voilà, donc merci pour votre écoute. Merci pour cette présentation. Je trouve que c'est toujours très agréable quand les jeunes parlent de leur passion, parce que moi je suis un peu entre les deux. Je suis joueuse de jeux vidéo, donc je comprends pas mal de choses de tout ce qui a été présenté, et en même temps je suis dans la clinique et la recherche par rapport à ça, ce qui me donne aussi un regard un petit peu extérieur. Alors j'ai plusieurs questions, mais disons l'une d'elles c'est comment faire justement quand on est face à des parents qui ne connaissent pas les jeux vidéo, qui sont très réfractaires à ça, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, pour que justement il y ait du lien entre le jeune qui lui a envie de jouer, a besoin de jouer, et justement ces parents qui sont à l'extérieur de cet univers. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais justement pour favoriser le lien parent-enfant ? Alors il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire. Rien que par exemple, je vous avais dit que par exemple à 7 ans j'aurais pu jouer à Zelda Breath of the Wild sans problème. Bon, il n'était pas encore sorti, mais il se trouve que il y a différents moyens de créer un lien. Donc il suffit par exemple que les parents essaient de s'intéresser un petit peu au jeu déjà pour avoir un lien parent-enfant. Mais même le fait de rechercher le jeu, discuter avec l'enfant à propos du PEGI, ça peut renforcer un lien, et ça peut permettre à l'enfant aussi de jouer à des jeux et de sortir un petit peu du cadre, et du cadre de juste j'achète un jeu parce que j'achète un jeu, j'ai 7 ans donc j'achète un jeu PEGI 7, j'ai 12 ans donc j'achète un jeu PEGI 12. Et ça prendrait par exemple autant de temps à un parent, pas autant de temps, mais c'est sûr que ça prend plus de temps. Mais par exemple, il y a je prends juste l'exemple de rechercher le PEGI parce que c'est quelque chose de simple, mais qui peut renforcer un lien.
Donc par exemple, vous avez sur pas mal de jeux, aujourd'hui vous avez des versions démo qui vous permettent de jouer 30 minutes à une version limitée du jeu. Donc si par exemple les enfants et les parents jouent tous les deux à cette version démo, ça leur permettrait de voir si l'enfant prend peur devant un ennemi, bah on saura que faut faire attention à cette partie du jeu. Si l'enfant n'a pas peur du tout de quoi que ce soit ou ne ressent pas une envie d'aller voir ailleurs, bah, c'est que le jeu peut être acheté. Puis vous avez aussi les forums de jeux vidéo. Donc ça, généralement, vous avez par exemple les critiques de jeux vidéo. Donc vous allez avoir une note sur le jeu vidéo. Vous allez avoir aussi des discussions par rapport au jeu. Donc pour savoir si le jeu vaudrait mieux être Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16, même si la boîte du jeu va pas changer, ça fait que l'avis des gens n'est pas fixé. Et puis ça montre aussi que du coup le parent s'intéresse à ce que fait l'enfant et ne lui achète pas juste le jeu pour avoir la paix. Et donc voilà, ça permet de créer un lien avec quelque chose de simple et qui permet à l'enfant ensuite de continuer à jouer à ces jeux. Merci. Alors bonjour, merci pour l'intervention. Donc moi aussi, je suis pas joueuse, mais j'ai la culture du jeu également, mais d'une autre époque, on va dire, dans le sens où à l'époque, c'était plutôt des jeux où on allait dans des cyber-cafés et on se rencontrait et puis on pouvait jouer une nuit, je sais pas, à Battle Royale ou des choses comme ça. Et du coup, entre-temps, il y a la technologie qui a évolué, les jeux en ligne sont apparus. Et moi, ma question par rapport aux jeux en ligne, alors je vois bien qu'il y a toujours des communautés, mais elles se font différemment. Souvent, il y a des enfants qui sortent de l'école ou du collège et qui se retrouvent. Alors, on se retrouve, mais en fait, on se retrouve pas physiquement. On se retrouve chacun chez soi à jouer au lieu d'aller faire une partie de foot. Donc, je me pose la question. Vous continuez à rencontrer plein de personnes, les communautés sont là, et du coup, à quel moment vous faites connaissance, puisque vous êtes en train de jouer? Eh ben, justement, alors faire connaissance il y a deux nuances. Ouais. Faire connaissance avec des gens, juste des gens directement dans le jeu. Donc là, si vous êtes dans un jeu compétitif, ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un sur CS:GO par exemple. Ça va être compliqué de rencontrer quelqu'un alors que vous êtes occupé à empêcher des terroristes de poser une bombe. Par contre, si vous êtes dans un jeu comme World of Warcraft où vous n'êtes pas toujours en action, ou parfois vous allez juste faire de la cuisine ou des choses comme ça pour alimenter une équipe, bah là effectivement oui, vous allez pouvoir rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui font la même activité que vous. Par exemple, si dans une guilde vous vous occupez encore une fois de faire la cuisine pour aller faire un donjon ensuite, bah si vous nourrissez 80 personnes, bah il va falloir qu'il y ait plusieurs personnes qui s'y mettent. Et dans ce cas, c'est sachant qu'il y a des chats vocaux intégrés au jeu, ça permet de se rencontrer. Et sinon, la chose la plus intéressante, c'est pour rencontrer la communauté d'un jeu, c'est d'aller en tournoi. D'aller en tournoi, par exemple avec Smash Bros. Si vous allez en tournoi, vous allez rencontrer la communauté, vous allez perdre face à quelqu'un. Et bah ensuite, vous pouvez aller lui demander des conseils, vous pouvez aller lui demander de s'entraîner avec vous. Il y a à côté de ça, par exemple, il y a des Switch qui permettent de jouer en ce qu'on appelle en free play. Qui vont du coup permettre aux deux joueurs, à celui qui a battu et à celui qui est battu, d'aller sur ces bornes en free play et de s'entraîner, de s'améliorer. Et puis c'est comme ça qu'on crée des liens et qu'on rencontre la communauté d'un jeu. Généralement, il faut aller en tournoi parce que sinon c'est compliqué. En plus, ça permet de se rencontrer physiquement. Alors, il y a les rencontres physiques, mais il y a aussi des discussions hors jeu. Tu parlais de Discord. Peut-être tu peux en dire un mot. Voilà, c'est moyen aussi de discuter pas simplement avec des joueurs, mais avec des personnes qui sont, enfin, les personnes qui existent derrière les joueurs. Oui. Alors il y a donc
enfin oui, il y a Discord par exemple. C'est un réseau social, mais qui est un petit peu particulier, dans le sens où votre vie va pas être exposée n'importe comment, puisqu'en fait vous pouvez, Discord c'est défini comme un chat pour gamers. Donc pareil, c'est là où vous allez pouvoir rencontrer la communauté d'un jeu, mais vous pouvez, mais l'avantage de Discord, c'est que du coup vous pouvez ajouter en ami des gens, et dans ce cas, rencontrer les personnes qui sont au-delà du jeu, qui sont dans la vraie vie, qui ont une vie professionnelle, etc. Si vous allez, donc, par exemple, vous pouvez créer des serveurs, donc avec des salons textuels, des salons vocaux. Vous pouvez donc inviter des gens qui sont dans votre liste d'amis à rejoindre le serveur. Et du coup, ça va vous permettre de discuter avec une communauté. Et par exemple, si vous créez un salon rencontre, ça va permettre de définir des rencontres entre cette communauté et donc de pouvoir discuter avec ces gens et pouvoir discuter avec eux au-delà du jeu. Merci. Il y a d'autres questions ? Donc du coup ma deuxième question, je vais prendre un jeu pour exemple Fortnite, qui est très 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 célèbre actuellement auprès des jeunes. Moi en tant que psychologue clinicienne, je reçois de plus en plus de jeunes de 8-9 ans qui jouent à Fortnite alors que c'est un Peggy 12, voilà. Et émerge en fait une problématique, c'est que pour les parents, quand l'enfant y joue trop, ils disent bon bah stop, je te prends la console, je te prends la Switch, tu joues plus du tout à Fortnite. Le souci, c'est derrière, c'est qu'il y a une forme maintenant d'exclusion sociale entre les jeunes à l'école parce que ils ne jouent pas, donc l'enfant n'est pas au courant de ce qui se passe, etc. sur le jeu. Donc toi, du coup, en tant que jeune qui joue, peut-être à ce jeu-là, je sais pas, quel intermédiaire est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut négocier du coup entre parents et enfants pour qu'on n'en arrive pas du coup au stade de tu ne joues plus et du coup tu es exclu de tes groupes d'amis, et tu joues, mais derrière il y a des crises dès qu'on retire la Switch ou dès qu'on arrête l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour qu'il y ait ce juste milieu entre jouer et soit jouer trop, soit ne pas jouer du tout. Voilà. Alors, je voulais présenter, je voulais montrer. On peut pas vraiment faire la distinction entre jouer trop ou jouer pas assez, c'est très compliqué. Effectivement, si vous passez 24 heures sur un jeu, chaque jour, il y a peut-être un problème. Mais l'idée, c'est que avec Fortnite, par exemple, oui, vous avez une communauté Fortnite qui s'est créée. J'ai oublié la question. Oui, mais par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que retirer la console comme ça, pour dire tu ne joues plus, c'est pas bon. Mais pareil, dire je te laisse jouer, mais quand je te retire la console, il y a une crise. Au fond c'est normal en fait, parce que l'enfant est en train de jouer et d'un coup on lui retire, on lui retire. Et c'est d'ailleurs je fais un petit aparté, c'est un problème récurrent avec les jeux en ligne. C'est par exemple, moi je veux finir une partie et il y a mon grand-père qui me demande d'aller lui dire bonjour, et sauf que je suis en ligne et que donc je peux pas arrêter la partie comme ça. Soit parce que je suis sur un combat dans Smash Bros, et dans ce cas je peux pas m'arrêter parce que sinon je perds le combat, et il n'y a pas de bouton pause. Soit encore pire, je suis avec une équipe, dans par exemple un jeu qui s'appelle Splatoon, où le but c'est de recouvrir d'encre tout un terrain. C'est des équipes de 4 contre 4, sachant que le but c'est pas de faire le plus de frags possible. Le but c'est vraiment de recouvrir la plus grande partie du terrain. Donc là c'est vraiment important que tous les membres de l'équipe soient opérationnels. Donc si jamais d'un coup je lâche mon équipe, ils sont plus que 3 contre 4, et donc ils perdent quasiment forcément la partie. Donc c'est pour ça que déjà on peut pas arrêter une partie en ligne directement. Mais du coup, si on enlève un enfant si on soustrait un enfant à une situation de plaisir comme ça d'un coup, c'est jamais très bien accueilli, c'est pas bien reçu, et donc on peut pas, c'est difficile de le faire comme ça. C'est pour ça que par exemple, on devrait dire 15 minutes à l'avance, dans 15 minutes tu arrêtes,
Puis 5 minutes avant d'arrêter, tu dis t'oublies pas, dans 5 minutes t'arrêtes. Puis comme ça, l'enfant peut avoir le temps de sauvegarder puis d'arrêter. Quant au fait de la retirer à long terme, c'est pareil, c'est jamais bon parce qu'encore une fois, on est exclu du groupe d'amis. Et oui, il y a des discussions autour du jeu. Par exemple, dans Fortnite, j'ai beau ne pas y jouer, je sais quand même que la map évolue continuellement parce que les développeurs font des mises à jour et rajoutent un scénario derrière Fortnite. C'est-à-dire que vous allez avoir à un moment une météorite qui va tomber dessus, sur la carte, boum, va y avoir un gros cratère au milieu de la carte, à l'endroit où il y avait une forêt avant. Et donc ça permet de modifier la carte tout le temps. Et donc d'avoir tout le temps des trucs à dire, des nouvelles stratégies à mettre en place. Et si vous n'y jouez plus parce que vous ne pouvez plus y jouer, vous êtes un petit peu exclu parce qu'au final, quand c'est important de mettre une stratégie au point pour gagner le plus possible, si vous ne servez à rien entre guillemets, parce que vous servez toujours à quelque chose en tant qu'être humain, mais si vous servez à rien dans le jeu, vous allez être exclu, être un peu en marge du groupe. Ensuite, on va revenir à la réalité, on va quitter le virtuel pour pas être trop portable. Si on a quelques minutes. En fait, l'idée, ça serait... parce que ce qui est compliqué dans les consultations, effectivement, c'est que les parents ont du mal à réguler ces choses-là. Ils se trouvent coincés entre la difficulté que tu évoques, c'est-à-dire... on peut pas s'interrompre. Je pensais quand tu décrivais ta partie qui dure aux environs de 15 minutes, on va dire, une partie de Fortnite. Quelqu'un qui est en train de faire une réparation sur son toit et puis il y a de la famille qui arrive, ça va être compliqué qu'il descende pour dire bonjour. Enfin, disons qu'on a des activités aussi du quotidien qui peuvent ressembler à celle-là et qui vont faire que on va pas tout de suite dire bonjour aux gens. On peut mettre un petit délai avant de venir les voir parce que on fait quelque chose qui ne peut pas s'interrompre immédiatement. Donc voilà, ça peut rentrer dans le champ de ces activités. Par contre, je pense que ce qui peut être difficile, c'est de ne pas céder à une espèce de chantage, d'exclusion. C'est-à-dire que si je ne joue pas au dernier jeu vidéo, je suis donc exclu de la communauté des autres élèves, on va dire, parce que c'est plutôt dans les établissements scolaires qu'on va en parler. C'est aussi une chose, je pense, qui est à discuter en famille, c'est-à-dire que les adultes puissent, mais ils n'ont pas toujours les moyens. C'est vrai que c'est pas toujours facile même nous, on peut avoir du mal, soit discuter avec leur enfant de est-ce que je suis exclu? Est-ce que si mon copain ne joue pas à Fortnite, donc forcément, ou à autre chose, donc il n'est pas intéressant, il n'a pas droit d'intérêt parce que il pourra pas participer à la discussion, alors qu'en fait, on peut participer à des discussions, même entre adultes, sur des sujets qu'on ne connaît pas. Ça ne nous exclut pas de fait, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment des choses à réguler. Et l'exemple que tu donnais sur 15 minutes avant, on dit à l'enfant moi, ça m'arrive très très fréquemment de proposer d'utiliser un timer, qu'il soit sur portable, Kids Timer, ou qu'il soit physique, pour que justement l'enfant apprenne à réguler son temps de jeu, parce que là, je pense, ex-addict des jeux vidéo et bêta-testeur de Warcraft, je comprends bien cette problématique, et souvent on va avoir une difficulté pour l'enfant à réguler son temps de jeu, parce que c'est très compliqué, et pour certains ça l'est encore plus. Et je pense qu'avoir un objet qui montre le temps qui disparaît permet une meilleure régulation, qui n'est pas instantanée, automatique, mais qui peut s'apprendre. Ça permet une meilleure régulation de l'enfant par lui-même, plutôt que d'avoir, comme il y a eu quelques petits dessins qui sont apparus, un parent qui arrive, et moi j'en entends aussi, qui débranche la prise soit du téléviseur, soit de la console. Et là, effectivement, on a la Troisième Guerre mondiale, c'est obligatoire. Oui, qui débranche ou qui menace de exploser la console par terre. Bonjour papa. Mais le problème, c'est on en revient au temps de jeu et à la régulation par soi-même. Il faut aussi que les parents soient d'accord. Si l'enfant dit j'en sais quelque chose parce que moi je voudrais faire de l'e-sport. Si l'enfant, et il faut savoir qu'une carrière d'e-sport commence assez tôt, donc si on peut pas s'y mettre tôt, c'est foutu. Le problème étant que l'enfant va régulièrement dire
L'enfant va régulièrement dire s'il veut se lancer dans une carrière d'e-sport. Oui, mais moi, j'ai besoin de au moins 2 heures par jour pour m'entraîner correctement sur un jeu. Et les parents vont dire non, une demi-heure ça suffit amplement. Et souvent, je pense, j'ai pas cette expérience-là, mais je pense que le parent peut aussi faire, si par exemple il aime bien le foot, peut faire la distinction entre le foot. Si tu veux t'entraîner correctement au foot en étant jeune, tu vas t'entraîner 1 heure par semaine et tout va bien se passer. Et au bout d'un an, tu vas commencer à pouvoir faire des choses avec le foot. Le problème étant que tout dépend de la pratique et de la discipline. Avec un jeu vidéo, si vous jouez 1 heure par semaine, vous ne vous améliorez pas. Enfin, oui, je fais pas beaucoup de foot. Oui. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Mais vous allez pas vous entraîner le même nombre d'heures. Oui. Pendant 2 heures. Pour un entraînement d'e-sport, ça va être pendant 3-4 heures, par exemple. Je vous prends l'exemple, c'est un peu extrême comme exemple, mais en Corée du Sud, les entraînements peuvent atteindre 16 heures par jour. Voilà. Un peu extrême comme exemple, mais l'idée est là.